Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 29 février 1940, c'est la 12e cérémonie des Oscars à l'hôtel Ambassador de Los Angeles, bien entendu. 13 nominations, vous imaginez ça, pour le grand favori qui justement est le film Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent réalisé par Victor Fleming, d'après le roman à grand succès de Margaret Mitchell. Autant l'emporte le vent qui est sorti donc quelques mois plus tôt sur les écrans américains et qui a fait l'effet d'une véritable tornade. Le film, vous le savez, se déroule durant la guerre de sécession. Il raconte l'histoire d'amour entre les sudistes Scarlett O'Hara et Rhett Butler, qui respectivement sont interprétés par Vivien Leigh et Clark Gable. Il est probable qu'il reparte, Clark Gable, avec la statuette du meilleur acteur. Il a 38 ans à l'époque. Il est de loin l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Il est d'ailleurs un habitué des Oscars puisqu'il a été sacré meilleur acteur en 1935 pour la comédie New York-Miami et qu'il a été nommé dans la même catégorie un an plus tard pour Les Révoltés du Bounty. Comme prévu, Autant en emporte le vent va triompher. 8 récompenses, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle pour Hattie McDaniel, qui est la première interprète afro-américaine à recevoir un Oscar d'ailleurs. Vous avez en ce moment une série qui s'appelle Hollywood de Ryan Murphy qui raconte tout ça et qui montre à quel point ça a été quand même compliqué pour Hattie McDaniel puisqu'on n'avait pas accepté qu'elle soit assise avec les autres acteurs aux belles place de la salle. Le film est également récompensé pour son scénario, le décor, la photographie, le montage, mais à la surprise générale, Clark Gable va repartir bredouille. Tout sourire, sous sa fine moustache, très élégant avec son smoking et son nœud papillon. L'acteur fume cigarette sur cigarette et conserve son habituelle décontraction. Il est The King of Hollywood, n'est-ce pas? Un surnom que lui a attribué la société de production à laquelle il est indéfectiblement lié, la Metro-Goldwyn-Mayer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Clark Gable était né à Cadiz, dans l'Ohio, le 1er février 1901 et c'est par erreur qu'il a été enregistré comme une fille sur son certificat de naissance. Il était bien le fils d'un ouvrier dans une entreprise pétrolière et d'une femme qui d'ailleurs va mourir très vite puisque elle n'a pas 1 an lorsqu'elle meurt d'une tumeur au cerveau. Ce qui veut dire que Clark va vivre toute son enfance sans sa mère. C'est un grand jeune homme costaud et timide qui va très vite devenir très remarquable par sa silhouette. Il quitte assez vite l'école pour enchaîner les petits métiers. On le voit porteur d'eau, mécanicien, bûcheron, marchand de cravates, et puis il se tourne vers le théâtre avec un peu d'argent légué par sa grand-mère. Il s'en va comme ça parcourir les États-Unis avec une troupe. Il rencontre une actrice qui s'appelle Joséphine Delon. Elle devient, elle, professeure d'art dramatique, et puis ils vont se marier. Dillon a 17 ans de plus que Gable, c'est assez extraordinaire. Elle devient, si vous voulez, on pourrait presque dire son Pygmalion à ce niveau-là. En tout cas, elle est son manager. C'est elle qui va évidemment lui donner l'allure qu'on connaît, avec cette coiffure destinée à cacher des oreilles un petit peu décollées. Elle lui fait refaire les dents. Il portera désormais un dentier qui fera beaucoup parler de lui. Et il apprend tout simplement à placer sa voix, à savoir se tenir, à jouer correctement. Il est poussé par Joséphine Dillon qui croit en lui. Clark Gable va tenter sa chance à Hollywood, mais c'est au théâtre que dans un premier temps, il s'épanouit. Dans les films muets, il ne fait que de la figuration. Et d'ailleurs, pendant un temps, il songe à arrêter le métier. Il va rencontrer à ce moment-là une autre femme qui est elle aussi plus âgée que lui, Maria Franklin Langham. C'est une riche héritière qu'il épouse et qui va insister pour qu'il reste acteur alors que lui a bien l'intention de quitter le métier. Elle va démarcher les sociétés de production pour lui trouver des rôles. Et il faut bien dire qu'au début, tout ça se passe très mal. Les refus s'enchaînent. Personne ne veut de Clark Gable. Et le patron de la Warner Bros, notamment Zanuck, va dire que ses oreilles sont trop grandes et qu'il ressemble à un primate. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? À un moment, c'est souvent comme ça, surtout à Hollywood, à un moment, la roue tourne pour Clark Gable. Il a presque 30 ans, il se voit proposer un contrat à la Metro-Goldwyn-Mayer
C'est un contrat qui est encore modeste, mais qui est suffisant pour vivre. À cette époque, avec l'avènement du cinéma parlant, Hollywood est en train de se séparer de ses anciennes vedettes du muet et est en train de chercher de nouveaux acteurs. Alors, dans un premier temps, on va cantonner Clark Gable dans les rôles de brute épaisse ou d'aventurier baroudeur. Il lui arrive d'être le méchant à l'écran. Seulement, petit à petit, on le voit partager l'affiche avec les plus grandes vedettes féminines de l'époque. Greta Garbo, Norma Shearer, et puis surtout Jean Harlow et Joan Crawford, avec lesquels il va tourner 8 films en tout. Clark Gable est un homme à femme. Il a eu énormément d'aventures avec toutes sortes de jeunes actrices. Si une actrice affirmait ne ressentir aucune attirance sexuelle pour Clark Gable, je la traiterais de menteuse, dira Joan Crawford plus tard. Il n'empêche, il faut le dire, derrière cette réputation de tombeur se cache peut-être et même sans doute la réalité d'un véritable prédateur. Il y a 5 ans, un scandale posthume a éclaté à propos de Clark Gable. C'était en 2015. Au départ, tout est parti du site BuzzFeed qui a révélé que Clark Gable et Loretta Young, ça on le savait, ont eu une fille qui est née quelques mois après le tournage du film L'Appel de la forêt en 1935. Sauf que cette petite fille serait en vérité le fruit d'un viol. Loretta Young a mis longtemps à parler, mais elle a confié ça à la fin de sa vie à sa belle-fille. Elle lui a dit qu'elle avait été violée par Clark Gable. Donc c'est un élément qui n'est pas négligeable, bien entendu. Alors on va essayer de donner à Clark Gable les rôles les plus extraordinaires à partir de ce moment-là. Il a été pendant un temps pressenti pour jouer Tarzan. Il va tourner avec la Columbia dans une comédie de Frank Capra, donc New York, Miami, qui va lui valoir l'Oscar du meilleur acteur. Et puis, il accepte dans la foulée le rôle de Fletcher Christian dans Les Révoltés du Bounty en 1935, film qui raconte, vous savez, l'histoire de cette mutinerie menée par Christian à bord du navire, à bord du Bounty en 1789, contre le capitaine Bligh qui est joué par Charles Laughton, cet homme qui fait régner la terreur. Vous savez peut-être que pour l'occasion, Clark Gable a accepté de raser sa moustache parce que le règlement de la marine britannique interdit de porter la moustache ou la barbe, n'est-ce pas ? Malgré un tournage difficile, parce que, disons-le, Gable et Laughton ne s'entendent pas du tout, ça va être un nouveau succès. Clark Gable est absolument au sommet. Le couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse, Carole Lombard, qui connaît depuis plusieurs années le succès, elle, dans des comédies, est le couple le plus en vue d'Hollywood. Mais ce n'est pas à Clark Gable que le producteur David O. Selznick va penser pour jouer le personnage de Red Butler dans Autant en emporte le vent. Lui veut engager Gary Cooper qui refuse le rôle parce qu'il pensait que ce film Autant en emporte le vent serait un énorme échec. Il pensait même que ce serait le pire échec de l'histoire d'Hollywood. Vous écoutez Radio Classique. C'est un petit peu par défaut que Clark Gable a été engagé par David O. Selznick pour interpréter Red Butler. Le gros problème, c'est que Clark Gable était en contrat avec la MGM à ce moment-là. Mais il se trouve que Louis Mayer, le grand patron de la MGM, n'est autre que le beau-père de Selznick. Et donc, ce dernier n'a pas eu trop de mal à le convaincre de lui prêter son acteur vedette. Clark Gable a tous les droits sur le tournage. Je vous donne un exemple. Lorsque George Cukor, donc le réalisateur initial, ce qu'on a oublié, lorsqu'il a été viré, c'est Gable qui va choisir parmi les remplaçants proposés Victor Fleming, avec lequel il a déjà tourné pas mal de films. Et c'est pour ça que Fleming sera finalement le réalisateur d'Autant en emporte le vent. À part avec Gable, Fleming est odieux avec tout le monde, notamment avec Vivien Leigh, qui ne gardera pas un bon souvenir des scènes de baisers avec Gable. Vous savez que Clark Gable a fait quelques-uns des baisers les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Mais elle dira, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est une citation de Vivien Leigh, l'embrasser n'était pas si excitant, son dentier avait parfois une odeur abominable, dira-t-elle.
Au début de l'année 42, Carole Lombard, donc l'épouse de Clark Gable, qui vient d'achever le tournage de To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch, décide de soutenir les États-Unis dans l'effort de guerre. Elle entame une tournée dans le pays pour vendre des bons destinés à financer les opérations militaires. Et le 16 janvier, elle monte avec sa mère et d'autres personnes dans un avion. On fait une escale de ravitaillement et puis l'appareil va aller percuter le flanc d'une montagne au sud de Las Vegas. Un crash qui ne laisse aucun survivant. L'enquête conclura à une erreur de pilotage, mais vous imaginez le choc pour tout Hollywood et d'abord bien sûr pour Clark Gable qui, disons-le, ne se remettra jamais véritablement de la mort de Carole Lombard. Il ne quittera jamais le ranch d'Encino, qui n'est pas très loin de Hollywood, où le couple avait filé au milieu des animaux le parfait amour, un parfait amour dont vous aurez compris qu'il n'excluait pas de temps en temps quelques entorses au contrat, bien entendu. Clark Gable se mariera avec deux autres femmes, qui d'ailleurs ressemblent beaucoup à Carole Lombard, et à partir de là, il va devenir alcoolique, et de plus en plus alcoolique. Il s'engage quelques mois plus tard dans un régiment de l'armée de l'air, il est affecté au Royaume-Uni, et lorsque Göring apprend que l'acteur est en Europe, il propose une prime de $5 000 à qui le capturera vivant. Pour une raison un peu étrange, c'est que Clark Gable est l'acteur préféré d'Hitler. L'acteur effectue plusieurs missions de combat, il échappe d'ailleurs de peu à la mort lorsque son avion est touché dans le ciel allemand. Tout ça va l'éloigner des plateaux de cinéma pendant plus de 3 ans, et puis finalement, il va revenir, mais avec un certain mal à retrouver les sommets. Il faut bien dire qu'entre-temps, une nouvelle génération d'acteurs a pris la place, c'est certain. Il a moins de propositions, ses films ont des succès qui sont maintenant beaucoup plus mitigés. Et alors que la carrière de Clark Gable décline de façon évidente aux États-Unis, eh bien, en Europe, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer, notamment en France, où sa popularité est au sommet, parce que, dites-vous que Autant en emporte le vent n'avait pas pu sortir à l'époque à cause de la guerre, et il n'est projeté sur les écrans qu'en 1950. Et rien que dans l'Hexagone, dites-vous que le film va cumuler quelques 16 millions d'entrées, vous imaginez. Et ça, c'est assez extraordinaire, puisque, bien sûr, le public français découvre Clark Gable dans le rôle de Red Butler, alors que lui, aux États-Unis, est devenu un acteur peu rentable, miné par l'alcool et le tabac, un acteur dont les studios ne veulent plus vraiment. Il va falloir attendre 1953 et Mogambo de John Ford pour que Gable retrouve des couleurs au box-office américain dans ce remake de La Belle de Saigon, où l'acteur avait partagé l'affiche 20 ans plus tôt avec Jean Harlow. Gable reprend le rôle de cet aventurier partagé entre deux femmes. Vous savez, la blonde qui est jouée par Grace Kelly et puis la brune, c'est Ava Gardner, bien entendu. Dans le dictionnaire du cinéma américain, Joël Magny nous dit « Le film est tourné en partie au Congo et au Kenya et le titre est la traduction d'un terme swahili signifiant passion ». Ford insiste sur le côté animal de Gable, animateur de safari et ami des gorilles, en conflit avec les conventions sociales nécessaires pour canaliser ses passions, naturel pour Ava Gardner, trouble à force de dénégation chez Grace Kelly. C'est là le secret de l'attirance qu'exerce le mythe Gable, une virilité quasi animale assumée sous les dehors de charme souriant et de la plus grande civilité. Est-ce que ça n'est pas tout simplement cette espèce d'ambivalence? Est-ce que ça n'est pas le cœur même de la personnalité de Clark Gable? Au milieu des années 50, alors qu'il est au creux de la vague et que Hollywood est en pleine métamorphose avec la concurrence de la télévision, bien entendu, on peut dire que l'âge d'or d'Hollywood appartient à ce moment-là au passé. Clark Gable apprend que son contrat avec la MGM n'est pas renouvelé. Il va devoir s'engager avec d'autres sociétés de production, tourner plusieurs films avec Raoul Walsh, notamment les westerns Les Implacables et Le Roi et 4 reines, que lui-même va produire d'ailleurs, et puis L'Esclave libre en 1957. Et à sa sortie, certaines mauvaises langues vont qualifier le long métrage de fantôme d'Autant en emporte le vent.
en raison de nombreux éléments, c'est vrai, qui rapprochent les deux films, et notamment toute cette affaire d'esclavagisme qui aujourd'hui pose tant de problèmes. L'esclave libre est un nouvel échec pour Gable, qui joue ensuite avec Burt Lancaster dans un film de guerre, l'Odyssée du sous-marin Nerka, puis dans des comédies avec Doris Day et Sophia Loren. Dans sa vie privée, Clark Gable a enfin trouvé la stabilité avec Kay Williams, qu'il va épouser en 1955, mais disons-le, c'est quand même son 5e mariage. Il est au bord, là, de son dernier succès, un succès encore plus ambivalent que ne l'est sa personnalité, puisque c'est celui du film Les Désaxés. On est à la fin de l'année 59. Le réalisateur a proposé à Clark Gable de l'engager sur son nouveau film en noir et blanc. Et alors le scénario est quand même un scénario d'Arthur Miller, le grand dramaturge de l'époque. Gable, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est le mari, bien sûr, de Marilyn Monroe? Gable doit jouer un cow-boy solitaire qui est en marge de la société et qui va avoir une relation avec cette jeune divorcée, déprimée, Rosalind, interprétée par Marilyn, assez extraordinaire. Eli Wallach et bien sûr Montgomery Clift jouent 2 spécialistes de rodéo. C'est un film très envoûtant, étonnant, d'une certaine manière non abouti et en même temps inoubliable une fois qu'on l'a vu. Clark Gable a accepté le projet sans savoir que ce tournage serait en vérité un cauchemar, un terrible cauchemar. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a fait un régime, Clark Gable, pour être prêt, pour avoir l'air crédible dans ce rôle. Il est épuisé par la chaleur étouffante qui règne dans le désert du Nevada, où l'on fait toutes les prises de vue. Marilyn Monroe, comme à son habitude, est en retard tous les matins sur le tournage. Elle ne connaît en plus pas son texte. Disons les choses, elle est en pleine dépression. Elle vide des boîtes de barbiturique. Le tournage va être interrompu pendant plusieurs semaines parce que la star va faire une cure de désintoxication pendant le tournage tout de même. Quant à Montgomery Clift, qui a été défiguré 2 ans plus tôt par un accident de voiture, lui consomme énormément de médicaments, mais aussi d'alcool, tout ça en même temps. Il est devenu loin du jeune premier qu'il était bien sûr quelques années plus tôt. Clark Gable va se surpasser dans ce film en dépit d'une santé de plus en plus fragile. Il effectue ses propres cascades sous un soleil de plomb, dans des nuages de poussière. Il va répéter certaines prises un grand nombre de fois. Il maîtrise au lasso des chevaux fougueux qui vont le traîner sur plusieurs mètres. Et ça n'est pas une doublure, c'est bien lui qui joue. Il va considérer Les Désaxés lui-même comme un peu son testament d'acteur, si vous voulez. En tout cas, il dira que c'est son meilleur film avec Autant n'emporte le vent. Le tournage s'achève enfin au début du mois de novembre 1960. Clark Gable est ravi. Il va enfin être père, puisque son épouse du moment attend un fils seulement. Il est victime à ce moment-là d'une crise cardiaque. On est obligé de l'hospitaliser. Il reçoit un message de soutien du président américain Eisenhower, qui a eu lui-même une attaque cardiaque et qui lui garantit qu'il va s'en sortir s'il pense à des choses positives, lui dit le président. Seulement, le 16 novembre 1960, nouvelle attaque. Fatale celle-là, Clark Gable meurt à 59 ans. Sa femme déclare qu'il est mort à force d'attendre Marilyn sur le plateau des Désaxés. C'est peut-être pas très gentil comme remarque. Clark Gable va être inhumé auprès de Carole Lombard, au cimetière de Forest Lawn, en Californie. Le 1er février 1961, le film va sortir dans les cinémas américains, Les Désaxés. Échec commercial, mais critique unanime, critique excellente, et qui reconnaît que Clark Gable a livré là une excellente interprétation. Le New York Times a même écrit « Il se montre dans ce film d'une virilité permanente et tenace. Il y est aussi indiscutable que le lever du soleil. » Ah, d'une virilité, c'est certain. Indiscutable, c'est peut-être autre chose. Vous écoutez Radio Classique.